Et puis, on va commencer. Parfait. Donc, Yana Tori, Pierre, merci. On va, je vais. Allons-y. Donc, Yana Tori, Pierre se sont présentés. Excusez, c'est moi qui. Je suis pas réveillée. Désolée. Donc, premier sujet. Bon, alors c'est moi qui vais vous parler un peu des authentifications et de la partie technique pour avoir une infrastructure qui soit le plus en conformité possible et avoir une bonne délivrabilité. Donc la première chose, on va dire, à faire, c'est tout ce qui est authentification de vos emails et infrastructure technique qui doit être correcte. On a une checklist qui est assez rapide sur les points techniques à respecter et à vérifier. La première chose, c'est tout ce qui est protocole d'authentification des emails. Alors, avant d'aborder exactement qu'est-ce que ces protocoles sont, juste un petit rappel de la philosophie. Euh, on va vouloir authentifier que quand on reçoit un email, ce soit bien la personne qu'on pense qui nous l'envoie. Et donc, du coup, les fournisseurs d'accès ont créé ce qu'on appelle des protocoles d'authentification, donc SPF et DKIM. On parlera aussi du protocole qui s'appelle DMARC, qui est plus un protocole de sécurité. Mais vous pouvez simplement comparer ça à, par exemple, un passeport, une carte d'identité. Et quand vous voyagez à l'étranger, vous avez besoin de prouver aux officiers d'immigration du pays où vous arrivez que vous êtes bien Yana Tori ou Pierre Pignot. Et donc, du coup, les emails, c'est pareil, quand ils voyagent d'un serveur à l'autre, et on a besoin de prouver d'où est-ce qu'ils viennent et que ce sont bien les vôtres. D'accord? Donc ça, c'est un peu la philosophie des authentifications. Trois authentifications principales. On va avoir donc le SPF, qui va simplement en fait désigner quels sont les sites qui peuvent envoyer des emails en notre nom. Donc par exemple, si on nous envoie des emails à travers Google, on va avoir Google dans son SPF pour indiquer que Google est autorisé à envoyer des emails depuis notre domaine. On va avoir tout ce qui est DKIM. Alors, c'est en général des enregistrements DNS assez longs, mais c'est simplement, on va dire, une clé cryptée qui sera comparée au moment de l'envoi de votre email pour vérifier que vous êtes bien le possesseur du domaine, puisque vous devez avoir les accès DNS pour mettre ça en place. Et l'enregistrement de démarque qui va être plus en rapport avec protéger votre domaine contre les risques d'usurpation et de fraude qui peuvent arriver par email. Alors, un petit astérix, certains fournisseurs, certains logiciels d'envoi de mail maintenant utilisent des CNAME pour tout ce qui est authentification. Bon, c'est à peu près la même chose dans tous les cas, mais ne soyez pas étonnés si un jour vous avez des CNAME à ajouter, ça marche aussi. La deuxième chose à bien respecter, c'est d'utiliser des liens de suivi ou de tracking qui soient personnalisés. Alors, c'est en général quelque chose qui est proposé par beaucoup d'interfaces d'email. On va par exemple utiliser track.mailstore.com pour pouvoir voir qui est-ce qui clique et qui est-ce qui ouvre l'email. Ça, en général, une pratique qui est recommandée par les filtres spam, c'est d'aligner le domaine d'envoi, le domaine de signature et le domaine de tracking. Comme ça, en fait, tout dans votre email est facilement checkable et vous avez en général une meilleure délivrabilité avec vos propres liens qu'avec les liens, par exemple, de HubSpot, Salesforce, qui ferait le travail de traquer vos emails. Un point numéro 3, ça va être les boîtes mail de retour. Faites toujours attention à ce que vous puissiez bien recevoir des mails. Quand vous en envoyez, vous devez aussi pouvoir en recevoir. Vous allez recevoir des codes de bounce, mais en général, c'est aussi une philosophie des filtres spam de dire que si vous envoyez quelque chose, vous devez être capable de récupérer quelque chose et de traiter cette demande. Voilà. Et une chose à respecter toujours, c'est, alors pour tous les emails, on va dire opt-in. Ça va pas être le cas de tout ce qui est cold emailing, mais on va plutôt parler de l'opt-in aujourd'hui. Aligner le domaine d'envoi avec le domaine de votre site web. Comme ça, c'est très transparent, on sait qui vous êtes. La meilleure pratique, c'est d'utiliser des sous-domaines. Alors, des sous-domaines, en général, ça, c'est un mot .votredomaine.com, donc par exemple email.mailsort.com. Ça vous permet de protéger votre domaine d'envoi et toujours d'avoir un certain alignement entre votre site Internet et le domaine utilisé pour le travail d'envoi des emails. Voilà. On peut passer la slide, je pense. J'allais. Excusez. Parfait.
Parfait. Du coup, au niveau des bonnes pratiques sur le contenu, Isabelle, tu peux prendre l'autre Oui, slide, s'il te bien plaît. sûr. J'y allais. Alors, pareil, une sorte de checklist à respecter pour le contenu. Alors, on va dire que, premièrement, on est en 2023, on n'est plus en 2003, par exemple. Les filtres spam se basent sur beaucoup d'autres choses que votre contenu. On entend beaucoup, ah oui, les mots spam ou les choses comme ça. C'est majoritairement une légende. On travaille avec des clients qui peuvent être dans des industries assez variées, comme l'industrie adulte, la finance, les crypto-monnaies. Et tous ces gens-là arrivent à avoir une très bonne délivrabilité. Simplement, ils ont en fait une audience qui est demandeur de ce genre d'email. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre d'utiliser tous les mots aussi explicites qu'ils le souhaitent. Donc, il y a quand même quelques petits points à vérifier sur vos emails. Donc, premièrement, est-ce que vous utilisez bien des liens protégés? Donc, l'utilisation du protocole HTTPS dans vos liens de destination et idéalement aussi dans vos liens de tracking. Alors ça, c'est pas forcément possible. Il y a encore des logiciels qui proposent du tracking en HTTP, mais bon, quand c'est possible, mettez-le en place. Alors, mettez en place une désinscription facile. Ça vous évitera d'avoir des gens qui mettent votre email en spam puisqu'ils peuvent pas opt-out du flow d'email. En général, il vaut mieux 100 personnes qui se désinscrivent qu'une personne qui vous mette en spam. Et encore, je pense que le ratio que je viens de présenter est assez conservateur. Faites en sorte que vos images aient une taille raisonnable. Vous pouvez utiliser des outils comme TinyPNG qui vous permettent de réduire la taille de vos images et de faire en sorte que votre email soit le plus léger possible. Alors, comparez un email à un paquet que FedEx vous enverrez. Hein. Plus le paquet est gros, en général, plus le temps de livraison va être important. Donc, un email plus léger, c'est un email qui sera en général plus facile à livrer. Pour un numéro 4, du coup, le ratio texte-image de 60-40. Alors, en général, les filtres spam aiment bien que vous agrémentiez vos images d'un petit peu de texte. Alors, l'origine de cette règle, c'est que dans les années 2000, la plupart des filtres spam n'étaient pas capables de lire les images. Et donc, ce que les spammers faisaient pour faire passer leur texte un petit peu spammy, c'est que au lieu d'envoyer ça par texte, ils envoyaient ça dans une image. Et du coup, les filtres spam ont commencé à prendre l'habitude de dire de l'image et du texte, parce que comme ça, on peut lire le texte. Alors maintenant, ils ont des filtres OCR qui peuvent permettre de lire des images, mais on a vu des cas de clients qui arrivaient en spam simplement parce que leurs images avaient du texte à l'intérieur. Donc toujours faire attention, essayer de garder un ratio, une image avec le moins de texte possible et un texte en dessous explicatif de qu'est-ce que vous envoyez. Et faites bien sûr attention à tout ce qui est les raccourcisseurs d'URL, par exemple, les liens en bit.ly. Vous pouvez facilement en fait masquer des liens qui peuvent être de mauvaise qualité derrière ou des liens qui pourraient être sur des sites frauduleux. Donc, en général, les filtres spam n'aiment pas du tout quand vous masquez vos liens derrière ce genre de technique. Voilà. C'est à peu près tout pour la checklist du contenu. Je vais laisser Yana continuer. En fait, la citation du jour à retenir, une importante, c'est probablement vaut mieux 100 personnes qui se désabonnent qu'une personne en pleine de spam. C'est des chiffres qui sont très préoccupants. Ouais, si vous retenez, prenez 1000, tant qu'à faire. 1000 personnes qui se désabonnent. Comme ça, au moins, Parfait, vous êtes sûr. parfait, merci. Donc, le prochain point, c'est évidemment d'adopter des bonnes pratiques d'envoi. Ayant travaillé chez Kickmail avec Kevin pour plusieurs années, c'est une des choses les plus importantes. C'est les choses que, en tant que personne qui envoie des courriels, on oublie un peu. On pense plutôt au contenu, au marketing, à grandir nos listes. Et malheureusement, les seules choses que les boîtes courriels s'intéressent, c'est que les gens qui reçoivent les courriels veulent recevoir vos courriels. Donc, c'est super important de commencer avec une liste propre. Donc, si vous allez acheter des listes ou vous allez louer ou quoi que ce soit, c'est devenu très, très facile pour Google et Hotmail de réaliser que vous le faites. Évidemment, il y a des courriels qui vont rebondir, donc les courriels qui n'existent plus. Ils vont voir aussi du côté engagement que des gens qui veulent recevoir vos courriels vont s'engager avec vos courriels, vont les lire, vont les ouvrir, vont faire quoi que ce soit que vous voulez avec les courriels. Et les gens qui envoient des listes où est-ce qu'ils n'ont pas de permission, ils vont réaliser très, très vite que l'engagement est très, très basse. Et là, on va commencer à regarder d'autres choses aussi.
Maintenir une liste propre, c'est facile, évidemment, si vous utilisez des outils comme Kickmail, des choses logiques comme les hard bounce, les soft bounce, ça, ils vont s'en occuper, ils vont les enlever quand ça arrive. Ils sont partis de votre liste. Même chose pour les désinscriptions. Ça, c'est fait automatiquement quand vous avez un outil qui fait son travail, évidemment. Mais garder une liste propre, c'est aussi de garder une liste de gens qui sont engagés. Donc, si, par exemple, vous avez une entreprise où est-ce que vous vendez des matelas, et là, dans le magasin, des gens vous donnent vos courriels, sur votre site web, les gens vous donnent leur courriel. Vous pouvez prendre un exemple très simple que si, par exemple, moi, j'achète un matelas aujourd'hui, si vous m'envoyez un courriel demain avec des promotions, sûrement, je vais pas en acheter un deuxième. Donc, à travers le temps, ça se peut que cette entreprise qui vend des matelas ait 10 000, 20 000 personnes dans leur liste. Mais évidemment, si une grosse proportion ont déjà acheté des matelas, leur envoyer des courriels, ça ne sert à rien. Donc, ces gens-là vont ignorer vos courriels, vont juste simplement les oublier, puis ne vont pas plus jamais les rouvrir. Et à travers le temps, vous allez vous rendre avec une liste où est-ce que le plus grand taux de pourcentage de gens s'intéressent juste aucunement à votre courriel. Et ça va vous faire mal du côté réputation. Donc, vous pouvez avoir des problèmes de livrabilité qui arrivent aujourd'hui. J'ai fait une erreur, j'ai mis, je ne sais pas, mon courriel, mon HTML est cassé, mon courriel n'est plus authentifié parce que j'ai fait des changements DNS. Mais si à travers le temps, vous montrez au boîte courriel que vous envoyez à des gens qui sont juste aucunement intéressés à votre courriel, ça aussi, ça peut vous faire du mal. Donc, c'est super important, une liste propre, ce n'est pas seulement des gens qui se sont désinscrits ou des hard bounce, c'est aussi de garder des gens engagés. Évidemment, le plus important, c'est de garder la permission parce que ces gens-là ne vont pas ouvrir ou faire ce que vous voulez dans les courriels. Et ça, ça devient très, très clair pour le côté des boîtes courriels parce qu'eux, de leur côté, c'est ce qu'ils voient. Ils voient ce que le client de Gmail fait dans Gmail. Ils ne s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils font chez Kickmail ou un autre outil d'email marketing. Évidemment, avoir des lignes d'objets qui sont claires et engageantes, c'est super important, non seulement parce qu'évidemment, les gens vont s'engager à ouvrir le courriel, mais aussi c'est d'être honnête et s'assurer que la ligne de sujet est exactement... Le français, c'est parti, c'est loin dans ma tête. Hein? Avec des bonnes lignes de sujet, les gens vont ouvrir le courriel, ils vont voir exactement le contenu que vous leur avez promis. Il n'y a rien de pire qu'avoir meilleure promotion de l'année. Là, les gens rentrent, puis c'est 5 % sur un produit de 2 $. Les gens vont plutôt plus rouvrir vos courriels dans le futur ou peut-être même se désinscrire et se plaindre de votre courriel. Évidemment, assurer que les gens puissent recevoir des courriels où est-ce qu'ils sont très lisibles du côté sur les téléphones. C'est important. La plupart des gens, dans la plupart des industries, ils vont ouvrir la plupart des courriels sur leur téléphone. Donc, s'assurer que les gens puissent les lire correctement au lieu de les ouvrir et évidemment partir très, très vite. Parce que du côté Gmail, ils ne savent pas nécessairement si les gens ne sont pas intéressés à votre courriel versus ils ne peuvent pas le lire parce que la police est trop petite. Donc, l'engagement est super important et ça peut être des choses très bizarres comme une police qui est très, très petite ou des liens non cliquables ou des images qui sont tellement grosses que sur le téléphone, on ne peut rien voir qu'on fait « tant pis, je n'ai pas le temps ». Évidemment, c'est aussi important de suivre les métriques que vous avez de votre côté. Si jamais vous envoyez des courriels, vous voyez évidemment d'un côté, vous avez un taux d'ouverture entre 15 et 30 % et là, une journée, vous êtes rendu à 100 000 % ou à zéro. Il y a peut-être un petit problème de livrabilité. Les filtres spam ont tendance à cliquer et ouvrir des courriels pour pouvoir regarder millions de choses. Ça peut être quelque chose qui arrive une fois parce qu'il y avait un lien qui n'aimait pas dans le courriel, comme ça peut être basé sur le fait qu'à travers le temps, votre réputation n'est plus aussi bonne. Donc, de regarder, s'assurer que les choses sont... On aime ça quand les lignes sont droites du côté marketing. Évidemment, de l'autre côté, on veut plus d'argent, on veut plus de taux d'ouverture, donc on aimerait ça que ça agrandisse. Mais des choses qui sont des lignes droites, là, les tableaux que vous avez du côté Kickmail, on veut ça très, 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 très droit. Ça veut dire que les gens sont engagés, que quand vos listes grandissent, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent aussi. Donc, on s'assure que tout est bien. Et évidemment, c'est très important de donner la chance aux gens de se désinscrire. Du côté Gmail, Hotmail, les boîtes courriel, ça ne prend pas beaucoup de plaintes pour qu'ils soient fâchés envers vous ou de commencer à regarder des choses et voir, OK, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Est-ce que les gens s'engagent correctement? Est-ce que les gens ouvrent et ferment les courriels? Est-ce qu'ils vont sélectionner tous vos courriels puis les supprimer d'une shot? Est-ce que vous envoyez trop? Vous n'envoyez pas assez?
Donc, s'assurer que les choses sont constantes, c'est non seulement bien parce que les gens vont s'attendre au courriel, mais c'est aussi parce que du côté des filtres spam, ils ont pas besoin, ils savent quoi s'attendre de votre côté. Donc, si à tous les lundis, vous envoyez un courriel et là, le Black Friday arrive, puis là, vous commencez à envoyer tous les jours, ils vont prendre un recul, ils vont regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on envoie plus, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que les gens qui reçoivent tous ces courriels sont contents, sont moins contents. Et là, la dernière chose qu'on veut, c'est des filtres spam qui vont bloquer certains courriels, pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais seulement juste pour s'assurer qu'il n'y a pas vraiment un problème comme changer de fournisseur ou changer de nom de domaine ou quoi que ce soit. Ils vont juste prendre un peu de temps, ils vont laisser certains courriels passer et là, ils vont regarder qu'est-ce que les gens font avec ces courriels. Et si tout est bien, ils vont laisser passer le reste, mais s'il voient des choses qu'ils n'aiment pas, mais là, les problèmes commencent. Donc, maintenir une fréquence d'envoi constante, ce n'est pas seulement pour que les gens s'attendent de vos courriels, c'est aussi s'assurer que les filtres spam, ils ne vont pas commencer à paniquer un peu puis trop regarder ce que vous faites. Et c'est tout pour ce point-là. Parfait, merci. Le point le plus important, on en a parlé assez, mais c'est gérer la liste, l'hygiène de la liste. Je ne sais pas toi, Pierre, mais moi, de mon côté, 99,999% des problèmes proviennent des listes. Si on enlève le côté technique, là, quelque chose de pas bien authentifié ou on a migré trop vite, le plus gros problème, c'est les listes. C'est très facile pour les boîtes courriels de réaliser que vous n'êtes pas une bonne personne du côté de marketing si jamais les gens se plaignent, si les gens sont inactifs. C'est très, très clair. Donc, du côté médias sociaux, on est tous d'accord que si je mets un post sur LinkedIn et les gens qui me suivent s'engagent et mettent des commentaires ou quoi que ce soit, il y a plus de chances que LinkedIn va montrer ce post-là avec d'autres personnes. Et là, évidemment, si je mets de quoi que personne ne s'intéresse, même pas mes amis, la chance que quelqu'un d'autre dans le monde le voit devient beaucoup plus petite. Du côté email, on a comme cette impression que vu que j'ai une liste d'abonnés et j'ai la permission de leur envoyer des courriels, que je peux leur envoyer ce que je veux, quand je veux, tant qu'il y a aussi longtemps, ça rentre dans le cadre de ma relation avec les clients, donc vendre mes produits ou quoi que ce soit. Et malheureusement, avec le temps qui avance, les boîtes courriels, ils ont plusieurs buts. Donc, un, c'est de s'assurer que leurs propres clients, donc Gmail veut que les gens qui utilisent Gmail soient contents, ils reçoivent moins de spam. L'autre chose, c'est de ne pas enregistrer tous les courriels que le monde entier veut envoyer pour toujours et toujours, parce qu'on est tous d'accord que si je me suis enregistrée à Walmart, il y a 10 ans, où j'habite même plus au Canada en ce moment, puis je reçois encore des courriels de Walmart, de moins en moins, là, je pense que Gmail a comme remarqué que ça m'intéresse un peu moins. Les boîtes courriels vont commencer à faire, OK, mais oui, la personne qui envoie les courriels fait bien les choses, il y a des gens qui sont intéressés, mais Yana Tori, elle ne veut plus recevoir les courriels. Donc, vous pouvez maintenir une bonne réputation et commencer à réaliser qu'il y a des gens qui ne vont plus recevoir le courriel parce qu'à travers le temps, ils ne vous donnent pas aucun type d'engagement. Donc, s'assurer d'être capable de désabonner ou d'au moins segmenter les gens inactifs, c'est très important parce qu'à fur et à mesure que le temps avance, vos listes grandissent. Et évidemment, on aimerait bien que tout le monde ouvre nos courriels parce que notre entreprise, c'est la meilleure au monde et nos services aussi, mais ce n'est pas la réalité. Donc, d'être capable de bien segmenter les choses et de comprendre ce que les gens veulent, parce que aussi le côté où est-ce qu'à travers le temps, votre entreprise va grandir, le type de marketing que vous faites pour aller chercher ces abonnés peut changer, le type de gens que vous allez ramasser. Donc, c'est très important d'être capable de voir ce que les gens veulent recevoir et ce que les gens ne veulent pas recevoir. Parce que ce n'est pas seulement côté le plus de contacts que j'ai, le plus d'argent que j'ai. Si Gmail et Hotmail décident de bloquer vos courriels, bien, ça ne sert pas à grand-chose que vous avez grandi vos listes parce que maintenant, vous donnez la chance à quelqu'un d'autre de faire la décision pour vous de si cette personne doit lire ou pas lire le courriel. Donc, c'est super important. On n'est pas là pour vous dire, vous menacer ou dire des choses que personne ne veut entendre, mais c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il vaut mieux avoir le contrôle et dire, regarde, ces 100 personnes-là sont juste plus intéressées à mes courriels hebdomadaires. Peut-être leur envoyer un courriel quand il y a des choses importantes qui arrivent. Et à un moment donné, laisser passer les gens, comme avec mon exemple de matelas, si j'achète un matelas, renvoyez-moi un courriel peut-être dans 5-10 ans. Pour le moment, ce n'est peut-être pas la chose la plus importante pour vous. Ou envoyer une promo pour des oreillers. Oui, mais c'est ça, quelque chose de segmenté, quelque chose d'intelligent ou amener un client ou quoi que ce soit. Pouvez-vous nous donner une revue ou des choses qui vont vous donner de la valeur? Sinon, envoyez la promotion à Yana Tori pour acheter un autre matelas. Sauf si vous savez vraiment que j'ai comme 4 lits chez moi puis que peut-être j'aimerais en changer un autre, ce qui n'est sûrement pas une information que ces entreprises ont. Ça ne sert juste pas à grand-chose.
Et là, évidemment, s'assurer de valider les adresses courriels. Donc là, si les gens sont dans votre liste et vous leur envoyez à toutes les semaines, un outil comme Kegman va s'occuper d'enlever les hard bounce ou les courriels problématiques. La validité des adresses courriel est importante quand on veut faire une migration, par exemple. La dernière chose qu'on veut faire, c'est migrer des contacts qui n'existent plus ou de faire des erreurs simplement de migrer des abonnés ou de migrer les gens avec des courriels qui n'existent plus. Donc, c'est super important. Utilisez des formulaires que les outils vous donnent vont tout le temps vous protéger avec un reCAPTCHA, avec un courriel de confirmation. Ça fait en sorte que même s'il y a quelqu'un qui fait une erreur ou il y a un bot qui décide d'éjecter des courriels dans votre liste, on va leur envoyer le courriel de confirmation et ça va finir là parce qu'évidemment, les bots, non seulement ils vous injectent des courriels, ils ne vont pas aussi cliquer la ligne de confirmation dans les courriels qu'ils reçoivent du fait qu'ils n'ont pas accès aux boîtes courriels qu'ils rajoutent dans vos listes. Donc, le double opt-in, c'est super important. Ça vous permet de garder vos listes très propres. Je sais que ça fait combien d'années là? 2014, est-ce qu'on a comme forcé les gens avec du double opt-in, puis le monde a paniqué, le email, ça n'a plus jamais fonctionné. Les gens, ça fonctionne. Les gens ont quand même fait de l'argent. Le double opt-in est là pour protéger tout le monde. Je pourrais, si je voulais, prendre le courriel de Pierre ou d'Isabelle puis de le mettre dans, je sais pas, n'importe quelle entreprise. Mais là, la différence, c'est que je ne peux pas confirmer pour eux leur inscription à une liste. Donc, il y a plusieurs choses très bizarres que les bots et les gens qui veulent créer des problèmes peuvent faire. Un double opt-in, ça finit après le courriel de confirmation. Donc, c'est super important. Vu que les listes, ça vous donne tellement des problèmes quand il n'y a pas de bonne hygiène. Sinon, si vous voulez, évidemment, je ne suis pas là pour vous dire supprimer la moitié de votre liste parce que les gens ne s'engagent pas à vos courriels, mais vous pouvez leur envoyer des courriels de réactivation. Il y a beaucoup de systèmes d'automation que vous pouvez utiliser pour pouvoir aller chercher un engagement ou de dire aux gens salut, bonjour, est-ce que vous m'avez oublié? Puis de leur donner une bonne raison pour laquelle ils devraient ouvrir vos courriels. Si vous n'avez pas une bonne raison, c'est peut-être une question de côté marketing à y penser comment et pourquoi qu'on envoie des courriels, quel est le contenu. Et là, évidemment, une chose qui est très, très, très basique, mais parfois les gens, on est plus contents que les listes grossissent très, très vite, c'est la croissance. Si vous n'avez fait aucun marketing, rien de différent, pas de Google Ads sur votre site Web, si votre liste, on est à 1000 personnes, puis demain, on a 2000, peut-être prendre 2 secondes à aller regarder les courriels, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que nos listes grandissent tellement vite. Évidemment, pour s'assurer que la qualité, elle est très, très bonne. Et évidemment, achetez pas des listes, non seulement des lois, c'est juste pas logique. Côté Gmail, Hotmail, ils savent qu'est-ce que vous faites et ça va prendre quelques semaines avant que vous avez des problèmes et que les gens qui devraient recevoir le courriel, eux aussi reçoivent plus vos courriels. Car effectivement, ça nuit non seulement aux personnes, ça nuit en fait à toute la réputation de la liste. Même ceux qui sont abonnés ne réussissent plus à recevoir les courriels. C'est un élément qui est super, oui, c'est un élément qui est super important, ça. Voilà. Segmentation, on l'a effleuré, c'est un sujet qui est super important. Ah. On n'a pas le droit de s'muter, hein? Je pense que c'est Pierre. Oh, oui, c'est le moment qu'on se met en mute, on n'a plus jamais la permission de se remettre. Ah, c'est bon. Excusez-moi, je vais aller chercher Pierre. Ok, je ne mettrai plus en mute. Désolé, Isabelle. Je pensais que je faisais bien en me mettant en mute, mais au final, je suis resté bloqué. Bon, ben. Donc, du coup, pour commencer sur la segmentation pour maximiser l'engagement. Alors, bon, déjà, premièrement, en fait, pourquoi maximiser l'engagement? Pourquoi essayer de maintenir des bons taux d'ouverture? Il faut avoir en tête une sorte de spirale ascendante ou descendante que les filtres spam vont en général appliquer. C'est-à-dire que si votre engagement est bas, vous allez avoir plus de filtrage puisque les filtres spam vont se dire, ben, en fait, ce contenu n'est pas très intéressant. Et donc, du coup, vous allez avoir des taux d'ouverture bas vont vous faire avoir plus de filtrage, des taux d'ouverture encore plus bas, encore plus de filtrage. Et en fait, vous allez être sur cette spirale descendante où, effectivement, ça arrive de passer de, je sais pas, 10% d'ouverture à 1% d'ouverture sous quelques mois, puisque après, le filtre spam n'a plus vraiment la possibilité de considérer que vos emails sont intéressants puisqu'ils arrivent tous en spam. À l'inverse, le bon côté des choses et celui sur lequel vous voulez maintenir votre programme d'email, c'est plutôt sur le côté spirale positive. Donc, vous avez un engagement qui est assez fort. Donc, les filtres spam vont penser que votre email est quand même très intéressant. Donc, il va avoir tendance à le placer plus en boîte mail principale. Et donc, voilà,
plus d'emails en boîte mail principale. Sur la prochaine campagne, ce sera plus d'ouverture et donc un meilleur placement. Donc voilà, il faut toujours essayer d'être du bon côté de cette spirale. Alors, nous, en général, on va recommander, pour être du bon côté, d'avoir au minimum un taux d'ouverture de 30%. D'accord? Il y a aussi Apple Mail Privacy Protection, qui est en fait une nouveauté chez Apple qui masque les ouvertures, mais en fait, en plus de masquer les ouvertures, elle déclenche les ouvertures de façon intempestive en chargeant le message avant de l'envoyer à l'utilisateur. Donc, à cause de cette mise à jour de Apple, vos taux d'ouverture vont en général tendance à avoir augmenté. Ça dépend bien sûr de l'industrie, mais il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui sont sur iPhone maintenant, qui ont des MacBooks ou des choses comme ça. Donc, on va dire qu'il y a peut-être 3 à 4 ans, on recommandait 20 à 25. Maintenant, on est plus autour de 30-35 pour être confortable. Donc, au final, pourquoi segmenter sa base de données? C'est pour maintenir ce taux d'ouverture plancher qu'on veut toujours avoir. Pour réduire les plaintes aussi, puisque en général, alors vous allez bien sûr avoir des plaintes de gens qui vont simplement pas aimer votre contenu, mais c'est vrai que si vous emailez des gens, ça fait très très longtemps qu'ils ont fait un achat, comme il y en a expliqué, enfin, ça n'a rien d'emailer des gens qui ont acheté un lit juste dans les 2 semaines après pour un autre lit. Enfin, c'est pas très très logique. Donc, ça vous permet de réduire les plaintes et ensuite d'avoir le meilleur ROI possible sur votre campagne d'emailing. Parce que ça veut dire que vous allez avoir une très bonne délivrabilité, vous allez emailer régulièrement vos actifs, un peu moins régulièrement les gens moins actifs, et au bout d'un moment, vous arrêterez d'emailer ceux qui montrent vraiment aucun signe d'intérêt. Donc, vous aurez en fait plus ou moins le maximum de votre potentiel marketing sur votre liste. Comment segmenter? Alors, en général, on va se baser sur les ouvertures et ou les clics. Ça va dépendre des infrastructures. Certaines recommandent de se baser plutôt sur les clics parce qu'à cause justement des fausses ouvertures d'Apple, certaines infrastructures arrivent à catégoriser ces fausses ouvertures et donc vous pouvez toujours vous baser là-dessus. Pour rester général, vous vous basez sur l'engagement de vos listes de contacts. Donc, nous, par exemple, quand on applique une segmentation pour sortir quelqu'un de spam, on va commencer en général par envoyer aux ouvreurs à 30 jours. Ensuite, une fois que les ouvreurs à 30 jours auront passé le stade des 30-35% d'ouverture, on va aller sur les ouvreurs à 60 jours, ensuite 90 jours en fait. Et plus la délivrabilité s'améliore, plus vous allez pouvoir ouvrir vos segments jusqu'à un moment où en fait vous aurez une très bonne délivrabilité, mais vous aurez quand même une limite d'envoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas envoyer à des gens qui n'ont pas ouvert vos emails depuis un certain temps. Vous aurez simplement jamais 35% en fonction de votre liste. Donc, à partir du moment où vous arrivez à cette taille de segment maximum, vous savez que vous devez soit réduire les cadences, soit faire un réengagement et ne plus envoyer d'email si la personne ne réagit pas. On va avoir aussi des cadences d'envoi, c'est-à-dire que on va avoir peut-être, une fois que vous avez une très bonne délivrabilité, par exemple, vos ouvreurs à 30 jours, vous allez pouvoir leur envoyer, je sais pas, tous les jours. Vos ouvreurs à 60 jours, peut-être une fois tous les 3 jours. Vos ouvreurs à 90 jours, une fois tous les 5 ou 6 jours. Alors, tout ce que je vous dis, c'est vraiment indicatif. Il va falloir aussi l'appliquer à votre programme d'emailing. Et c'est pour ça que mon point numéro 3, c'est tester et redéfinissez vos segments et vos cadences. Parce que moi, les conseils que je donne sont très généraux. En fonction du profil du client, en fonction en fait des premiers résultats. Imaginons que vous envoyez aux 30 jours et que vous voyez, vous n'avez toujours pas 25, 30, 35% d'ouverture. Et peut-être que du coup, ça veut dire que vous devez commencer par les ouvrir à 10 jours dans votre cas, parce que vous avez vraiment des gros problèmes. Et ensuite, vous remontez entre guillemets la pente de cette segmentation. Ensuite, au niveau des cadences d'envoi, c'est pareil, c'est tellement propre à chaque business. Peut-être que si vous êtes un e-commerce, vous pouvez vous permettre, en fonction du produit, de faire un envoi toutes les semaines ou un envoi tous les mois ou un envoi tous les jours. Simplement tester, redéfinissez vos segments et vos cadences en fonction des résultats des tests. Voilà. Quels objectifs à garder, du coup? Dans tous ces tests, vous voulez avoir du coup un taux d'ouverture unique qui va être au-dessus de 30%. Je ne parle pas du tout du taux de clic en général, parce que le taux de clic est une métrique qui est tellement affectée par le marketing. Vous pouvez avoir une délivrabilité parfaite et un taux de clic horrible, simplement vos emails ne sont pas intéressants. Donc,
moi, je me base plutôt sur taux d'ouverture unique, taux de désinscription aussi. Vous devez contrôler que les gens ne se désinscrivent pas trop de vos segments. Si vous avez plus de 0,5%, en général, c'est que vous êtes un peu embêtant. Voilà, le degré à quel point vous êtes embêtant dépend de la distance à laquelle vous êtes de ce 0,5%. Et vous pouvez aussi suivre tout ce qui est taux de spam en utilisant des outils comme par exemple Google Postmaster, mais je crois que Yana Tori va nous en parler dans un des slides, dans des slides suivants. Donc voilà, c'est un peu la politique à mener en termes de segmentation pour sortir de spam et éviter d'y re-rentrer quelques mois après. Parfait. Tu as parlé des taux de clics en parlant aussi que les messages n'étaient pas intéressants, mais aussi il faut comprendre que des messages qui sont seulement des messages d'information, par exemple envoyés par des organismes, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de clic. Ou si vous n'attendez pas à ce que les gens réagissent, ça se peut qu'il n'y ait pas de clic aussi, là. Le taux de clic, effectivement, est très délicat selon l'industrie ou le genre de communication qu'on envoie. Donc, justement, on va passer taux de clic, on va suivre les résultats. Donc, quand on suit les résultats, donc là, Pierre s'est occupé évidemment des open, des choses qui vont être du côté marketing, mais malheureusement, il y a aussi des côtés négatifs aux résultats, puis il faut s'assurer de les regarder. On a souvent tendance à regarder le taux de rebond, puis on dit « Ah, c'est correct, c'est moins d'1%. Pas de problème, on passe à la prochaine campagne. » Mais l'affaire qui est très intéressante avec les hardbound, c'est les messages avec lesquels ils proviennent. Donc, il y a des hardbounds qui vont vous dire « Ah, plus. » Ça, c'est normal, c'est correct. Et certains taux de rebond, certains statuts de rebond, je ne sais pas comment on appelle ça, où est-ce qu'ils vont dire Microsoft bloque vos courriels ou les met dans spam parce que vos courriels, c'est des courriels qui sont comme du spam, ou vous avez des problèmes de réputation, ou vous êtes sur une blocklist. Donc, ça fait en sorte que c'est pas seulement intéressant de regarder le taux, mais de regarder aussi qui vous bloque. Et si jamais vous vous réveillez un matin, vous avez envoyé votre campagne hier, et là, vous voyez, vous avez un pourcentage de gens qui n'existent plus. Ça l'arrive, c'est normal. On ne peut pas vraiment être fâché qu'un courriel n'existe plus. Mais si jamais vous vous réveillez et vous voyez que le taux de rebond provient seulement de Microsoft. Donc, toutes les Hotmail, toutes les live.com, c'est quoi l'autre qui ont Microsoft, n'importe quoi. Là, vous pouvez peut-être prendre un recul, faire « Ah, peut-être que Microsoft a un problème avec moi. » Donc, temps d'aller laver ses listes, faire de la segmentation, regarder pourquoi Microsoft a un problème avec nous. Donc, les taux de rebond, ce n'est pas seulement bien de regarder les taux, mais de regarder quel type que vous allez recevoir, parce que ça vous donne quand même du temps pour régler le problème. Google, puis Hotmail et toutes ces entreprises-là ne vont pas se réveiller un matin et être fâchés envers vous. Ça prend plusieurs choses de suite pour que les courriels commencent à rentrer dans le courriel, dans la boîte spam ou nulle part. Donc, vous avez plein de choses à regarder pour s'assurer que ces choses-là n'arrivent pas. Puis, si jamais vous les voyez arriver à l'horizon, mais faites des changements pour pas que ça devienne un vrai problème et que tout votre liste au complet ait des problèmes. L'autre chose à regarder, c'est le taux de plainte. Évidemment, c'est super important parce que du côté des filtres, c'est bien beau qu'ils regardent 1 million de choses, mais si jamais quelqu'un se plaint, c'est un très bon indicateur que vous n'envoyez pas des bons courriels. Il n'y a rien de plus important que le côté humain. Donc, si un humain dit que vos courriels ne sont pas bons, Gmail, Hotmail vont prendre ça sérieusement. Ils vont commencer à regarder des choses. Pourquoi? Évidemment, il y a des gens... Il y a des gens qui sont sont très, très vite à cliquer sur le report à spam, beaucoup plus vite que le unsubscribe. Donc, il faut s'assurer que la désinscription est facile aussi. C'est super important parce que si ça prend un clic, ensuite un autre clic, un formulaire, rentrer le courriel que je vous ai donné pour me désinscrire, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour moi de cliquer sur le bouton de reporter que le courriel est reporter une plainte. Mon Dieu, je cherche mes mots aujourd'hui. Ça va être drôle de regarder ça tantôt. L'autre chose qui est très importante à comprendre, c'est que certains de vos courriels ne vont pas redonner l'information aux outils comme Kickmail. Ils ne donnent pas l'information à personne. Donc, si jamais une personne se plaint quelque part au milieu de la Grèce, parce que c'est la boîte courriel qu'ils utilisent, ça se peut que cette entreprise-là ne va pas redonner le message chez Kickmail que Yana Tori a ses plaintes. Ça, ce n'est pas la faute de Kickmail ou de n'importe quelle autre entreprise, c'est la boîte courriel elle-même qui ne donne pas ces informations-là. Donc, ça se peut que si jamais vous faites votre travail est un peu mondial, vous envoyez des courriels un peu partout dans le monde, que vos taux de spam sont très, 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 très basses. Pas parce qu'il y a personne qui se plaint, juste parce que les boîtes courriels que ces gens-là utilisent pour se plaindre de vos courriels ne renvoient pas le message.
pour laisser savoir à quelconque que je me suis plainte. Donc, c'est super important de regarder, s'assurer aussi que vos taux de spam sont négatifs 100%, c'est le plus important. La description est super importante. Il faut que ce soit facile. Et évidemment, comme Pierre a déjà touché, le taux de désabonnement est important aussi. Si jamais vous voyez qu'il y a vraiment un gros problème, ça se peut qu'il y ait eu des problèmes dans votre liste. Peut-être vous avez fait du marketing, vous avez amené des gens, vous leur envoyez des courriels, puis finalement, ce n'est pas ce qui s'attendait. Donc, s'assurer pas seulement livrabilité, mais côté marketing aussi, les désabonnements, ça peut nous donner beaucoup d'informations. Le taux d'engagement, c'est ça qui est la partie la plus difficile parce que c'est ça l'affaire la plus importante. Gmail, Hotmail, ils veulent recevoir des courriels et s'assurer que les gens sont intéressés dans ces courriels-là. Mais là, évidemment, le taux d'engagement, dépendant de votre industrie, ça peut être les open, ça peut être les clics. Moi, de mon côté, la chose la plus importante, c'est ce que votre business s'attend de recevoir après avoir un courriel. Donc, si votre but, c'est de vendre et vous avez un taux d'ouverture extraordinaire, sans problème de livrabilité, évidemment, mais il n'y a personne qui achète votre produit, il faut regarder un peu plus loin parce que peut-être dans quelques mois, ces gens-là vont plus s'intéresser à vos courriels, vont les ignorer. Et là, oui, il y avait un très grand taux d'engagement pour l'ouverture du courriel, mais si les gens n'achètent pas, ça peut vous causer des problèmes à long terme. Donc, le taux d'engagement, c'est non seulement ce que vous voyez comme statistique dans votre système d'email marketing, c'est aussi de s'assurer que les gens vont faire ce que vous voulez. Donc, répondre, vous envoyer une revue, quoi que ce soit, c'est super important de regarder ce qui est important pour vous en tant qu'engagement, puis d'être capable de le monitorer. Une autre chose qui est super intéressante, c'est de faire des tests de placement de mode de réception, donc sur plein d'outils. Où est-ce que vous pouvez faire ce genre de test. Donc, si jamais vous pensez que vous avez un problème, ce genre d'outil va vous donner une liste de courriels qui évidemment sont à eux. Vous envoyez une campagne à cette liste-là et là, vous allez avoir un rapport. Combien de courriels ont tombé dans la boîte courriel, combien dans le spam et combien ont été complètement bloqués et ne sont pas arrivés nulle part. Pas dans les promotions, pas dans le spam, nulle part. Il faut aussi se souvenir que les boîtes promotions et tout, update, c'est aussi la boîte courriel, donc il n'y a aucun stress. Si vous tombez dans les autres tables, c'est la boîte courriel, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on fait ce genre de tests, des tests de seed listing, ça vous permet de voir si vous avez des problèmes avec Gmail ou peut-être juste seulement avec Microsoft ou avec tout le monde. Et ça vous permet d'aller de regarder dans votre compte quel changement vous devez faire. Une chose qui est super intéressante pour les entreprises qui envoient au moins 1000, 2000 courriels par mois à la fois, par campagne, c'est d'utiliser Google Postmaster. Google Postmaster, c'est comme Equifax, c'est comme votre code de crédit. Au lieu d'une banque, c'est avec Google directement. Donc, Google va vous laisser savoir les journées que vous avez fait des gros envois, votre réputation. Et c'est super simple parce que l'information que vous donnez avec une code de couleur, vous avez vert, jaune, orange, rouge et comme un rouge très foncé. Donc, vous pouvez logiquement penser que quand c'est vert, les choses sont bien. Quand les choses sont très, très... quand tout est rouge, il y a des problèmes. Ils vont aussi vous donner l'information sur le taux de plaintes qui sont données. Évidemment, Google, c'est juste les plaintes que leurs utilisateurs ont fait. Ils ne savent pas ce qui s'est passé chez Microsoft. Donc, si jamais vous rentrez chez Google Postmaster, vous voyez 30 taux de plaintes. C'est le 30 des courriels que Gmail ont reçus seulement. Mais évidemment, si Google a un problème où les gens se plaignent, vous pouvez comme assumer que dans les autres boîtes courriels, il y a aussi des problèmes. Il y a le même genre de problème. Une autre chose, c'est évidemment le taux de croissance de la liste. C'est évidemment juste pour s'assurer qu'il n'y a pas aucun abus qui se fait. On a bien beau mettre du recaptcha ou quoi que ce soit, mais parfois, il y a des gens ils ont les ressources pour vous rendre la vie difficile. Donc, s'assurer que tout est bien, les choses sont normales. La plupart du temps, c'est très facile de voir quand il y a un abus. Les courriels tentent d'avoir non, 4 chiffres ou c'est comme vous allez voir des courriels très, très farfelus qui sont dans votre liste. Donc, ça vous donne peut-être le temps d'aller changer vos formulaires ou mettre quoi que ce soit en termes de protection ou finalement mettre du double opt-in. C'est super important d'avoir le consentement pour garder vos listes propres. Et les tendances d'engagement des abonnés, c'est super important d'y penser parce qu'évidemment, les gens ils changent dans votre liste. C'est peut-être un magasin qui vendait des matelas, v'là 10 ans, n'avait pas la même clientèle qu'aujourd'hui. Donc, c'est important non seulement de regarder ce que les gens font en général, mais de regarder si jamais ce que les gens veulent recevoir est différent. Donc, on peut leur donner des choix sur le formulaire parce que ça m'intéresse d'avoir toutes vos promotions, juste des promotions, juste vos informations pour donner la chance aux gens de recevoir les choses qui leur intéressent. Et de cette façon-là, vous n'avez pas besoin d'y penser trop fort. Les gens vous disent exactement ce qu'ils veulent recevoir. Et c'est tout pour ce point-là. Et là, la partie
intéressant aussi la conformité aux lois, mais on va prendre un angle un peu différent là-dessus. J'ai commencé à travailler chez Kickmall quand GDPR est sorti dans le monde, puis le monde a paniqué au complet. L'angle qu'on va prendre aujourd'hui quand on va parler de la conformité des lois, parce qu'il y a des lois un peu partout, puis ils sont similaires, plus ou moins, c'est les mêmes choses qu'on veut, c'est que Google, Hotmail et le reste du monde des boîtes courriels, eux, ils vont s'assurer que les gens qui envoient des courriels suivent les lois. Donc, de leur côté, ils ne vont pas avoir un filtre spam en Chine, un filtre spam aux États-Unis, au Canada, un en France. Non. Il y a un filtre spam. Ça l'apprend de tous les courriels qu'ils reçoivent et qui sont envoyés. Et la façon la plus facile pour eux de s'assurer que tout est bien et conforme, c'est de se conformer aux lois les plus strictes. Donc, vous pouvez être un Américain qui a légalement le droit d'acheter une liste, mais si Gmail réalise que vous achetez des listes basées sur l'engagement, les taux de spam, toutes les informations qu'eux ont de leur côté, ils se donnent la permission de bloquer vos courriels. Et ça, on ne va pas voir un taux de rebond qui va être haut, on va juste voir que le courriel a été envoyé, le courriel a été accepté parce qu'évidemment, le courriel de galanterie existe, mais que Gmail ne veut pas me le montrer. Donc, c'est ça la différence entre, comment on dit ça en français, delivery versus la livrabilité. Donc, le fait Kickmail envoie un courriel qui est accepté par Gmail, c'est la job de Kickmail. Mais ensuite, Gmail se réserve le droit de ne pas montrer le courriel à ses utilisateurs. Donc, ça, c'est la livrabilité. Donc, la conformité des lois, c'est non seulement pour ne pas avoir des problèmes légaux, c'est de s'assurer que Gmail et Hotmail vont accepter les courriels parce qu'eux, ils s'assurent que vous allez suivre ces règlements-là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme un résumé de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est de s'assurer d'avoir une solution, d'avoir un processus de double opt-in. Ça, c'est plus ou moins pour vous protéger parce que c'est bien beau de dire c'est pas moi qui ai racheté le courriel dans la liste. Moi, j'utilise Kickmail, j'ai pesé send, c'est tout. Non, c'est un côté d'opt-in. Vous pouvez confirmer que vous avez la permission d'envoyer ces courriels-là. Ça vous protège vos listes et légalement aussi, ça vous aide. C'est très difficile de prouver qu'il y a de l'abus 3 ans plus tard quand quelqu'un vous envoie des papiers légaux. Aussi, le côté que vous ne savez pas à qui vous envoyez des courriels. Donc, moi, maintenant, j'habite plus au Canada, j'habite en Europe. Donc, légalement, je suis protégée par les lois européennes. Donc, voilà quelques années, les lois canadiennes, c'était assez. Mais comme vous ne savez pas où est-ce que les gens habitent, c'est important d'être conforme. Puis, la plupart des lois sont juste très logiques, les choses qu'on n'aime pas recevoir. Les lois ont été créées explicitement pour ce problème-là. Les gens étaient fâchés de recevoir des courriels de n'importe qui, n'importe comment, tout le temps. Donc, les lois ont été mises en place pour protéger les consommateurs aussi et les gens qui envoient des courriels. Surtout pour protéger aussi pour les envois de spam, bien entendu. Oui, c'est ça. Les gens, on a comme assez, c'est assez. Donc, les lois sont sorties. Donc, là, évidemment, on sait qu'on se réveille le matin, on ouvre notre téléphone, puis on a comme 100 000 messages, puis on roule nos yeux. Donc, c'est important de ne pas aller au travail et faire les mêmes stratégies marketing. Donc, les lois sont très, très simples. Honorez les demandes des abonnements. Cachez-vous pas derrière les courriels ou en changement de domaine ou quoi que ce soit. Premièrement, Gmail et Hotmail, ils savent que vous allez changer votre domaine. Ils sont un peu plus intelligents que ça. Donc, la conformité des lois, c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a parlé. Ce que les boîtes courriels veulent, ce que les lois veulent, et ce que les lois veulent, c'est ce que les boîtes courriels s'attendent de vous. Et c'est tout. Excusez-moi, j'ai échappé ma souris. Non. Imaginez-vous donc. Là-dessus. On est correct, on est prêt. Voilà. Merci beaucoup pour tout. On a passé énormément de matière. On a une petite période de questions. J'ai quelques questions qui sont rentrées. Je vous invite à les envoyer si vous avez des questions un peu plus précises. Donc, une question qu'on a, qui est je suis une petite entreprise, ce serait quoi? Je n'ai pas beaucoup de ressources. Les 3 choses les plus importantes que je peux faire qui vont avoir un impact sur ma délivrabilité. Diana, tu veux répondre? Okay. Donc, la première chose, c'est de prendre le temps d'authentifier son courriel, juste de pouvoir prouver que vous envoyez les courriels et faire la différence entre votre entreprise qui envoie vraiment les courriels, une autre personne qui prétend d'être vous. La plupart des gens pensent que mon entreprise est trop petite. Pourquoi quelqu'un prendrait mon nom de domaine pour envoyer des courriels? Mais vous êtes la cible pour ce genre de problème-là parce que vous ne protégez pas votre domaine. C'est beaucoup plus difficile de prétendre être PayPal que de prétendre d'être vous. Chez Kickmail, on peut envoyer des courriels. Chez MailChimp aussi, je pourrais plus ou moins facilement être capable d'envoyer des courriels avec votre identité. La différence est que je ne peux pas
pas prouver avec DKIM, SPF et des marques que je suis vous. Donc, il y aura une différence entre vos courriels qui sont envoyés de votre système avec permission versus les miens qui ont juste votre nom de domaine et rien d'autre. Ça rend la vie facile à Gmail aussi de faire la séparation et de garder une liste très, très propre. La plupart des problèmes avec lesquels je vais aider les clients, c'est tout en liste. Donc, la segmenter, s'assurer d'enlever les gens inactifs, au moins les mettre de côté. Je sais, ça peut être très difficile. On ne veut pas enlever les contacts, on veut de plus en plus de contacts. Mais si jamais si on n'enlève pas les contacts, on donne la permission à Gmail et AdMail de faire la décision pour nous. Donc, c'est un peu plate d'avoir des problèmes de livrabilité parce qu'on veut garder tous nos contacts de notre côté. Merci, Yana. J'ai une question aussi. Qu'est-ce qui est le plus optimal? Une liste plus ancienne, mise à jour régulièrement ou des nouvelles listes générées ponctuellement selon les besoins des envois? J'ai eu une expérience là-dessus, mais je vais laisser peut-être Pierre là-dessus, si tu veux répondre. Et je suis pas complètement sûr d'avoir compris la question, Laura. Est-ce qu'on est mieux d'utiliser une liste qu'on met à jour continuellement ou de générer une nouvelle liste d'envoi à chaque fois? Enfin, moi, je dirais qu'il vaut mieux mettre à jour. Alors, ça dépend de l'outil aussi, de ce que vous avez comme possibilité, mais en général, ce qui est le plus facile, c'est de mettre en place votre logique de segmentation, comme une sorte de cascade où les gens arrivent sur un nouveau subscriber, ensuite actif, ensuite moins actif, et voilà, de pas avoir à faire des nouvelles listes tout le temps, c'est quand même assez lourd. Donc, normalement, les bons outils d'emailing devraient vous permettre de faire une segmentation qui soit pérenne sur le long terme. Au niveau, moi, si je peux parler par rapport à CakeMail, c'est sûr que faire une nouvelle liste à chaque fois implique qu'on perd toutes les informations précieuses par rapport aux envois qui ont été faits précédents. Donc, tout l'engagement de la personne, quel email elle a ouvert, quel lien elle a créé, qu'elle a cliqué, à quel contenu elle s'est intéressée et comment justement je peux créer des contenus et faire des segmentations pour intéresser de plus en plus cette personne-là. En créant des nouvelles listes, on perd cette information-là. Donc, le mieux, c'est vraiment, comme dit Pierre, d'utiliser la liste et de segmenter selon les réactions des clients et l'engagement des clients. Est-ce que Google Postmaster est gratuit? Oui, Oui, c'est gratuit. parfait. Voilà. Comme quoi, il reste encore des bonnes choses gratuites et utiles. Ouais. Je vous invite aussi, vous avez entendu aussi Pierre, Yana Terry, qui ont énormément d'expérience au niveau de la livrabilité. À plus petite échelle, chez CakeMail aussi, on a notre expert Kevin Oxam qui règle énormément de problèmes de clients et qui vous dira la même chose que ces deux experts-là en termes de hygiène de liste. Exactement, prendre soin et le message, je pense, le plus important, c'est de dire, le plus important, c'est d'envoyer des courriels à des gens qui veulent les recevoir. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus, là, que avoir une grande liste, mais que personne ne s'intéresse à nos contenus, à court, moyen, long terme, ne va pas nous servir par rapport à envoyer des courriels à des gens. Donc, en soi, en ayant une liste qui est plus intéressée, segmentant, en travaillant les contenus, attention aussi à tout ce que Pierre a mentionné par rapport à la taille des images, aux URL masquées. Et puis, la question qui revient souvent dans les discussions qu'on a, c'est j'ai juste une adresse Gmail, qu'est-ce que je peux faire? Envoyer avec une adresse Gmail à travers un outil ne permet pas d'authentifier, donc ne permet pas de valider cette adresse et de dire j'ai la permission parce que cette adresse Gmail-là ne vous appartient pas, elle est prêtée par Gmail. Donc, ça devient vraiment quelque chose de délicat, là, avoir un domaine et, comme Pierre et Yanatori ont mentionné, de synchroniser toutes les informations de tracking sur ce domaine-là qui est authentifié va vraiment faire des très, très grosses différences. Nous, c'est ce qu'on a vu avec les clients avec lesquels on travaille. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Pierre, Yana, peut-être pour conclure? Je pense qu'on peut parler pendant une autre heure, là. Oui. Mauvaise question. Mais le côté livrabilité, honnêtement, a été créé, les filtres spam ou quoi que ce soit, pour arrêter les gens d'utiliser leurs petits trucs là, pour s'assurer que les gens vont être bombardés de messages. Donc, l'affaire qui est très importante, il n'y a pas de truc pour s'assurer qu'on a une bonne livrabilité, comme changer des mots, changer des liens, changer des noms de domaine. Les boîtes courriel sont beaucoup plus intelligentes qu'on y pense.
À la fin de la journée, le but d'avoir une bonne livrabilité, c'est de faire les choses correctement. Donc, si vous vous réveillez le matin, vous n'aimez pas ce que vous voyez dans votre boîte courriel, il ne faut pas rentrer au travail et faire les mêmes stratégies que ces entreprises-là. Vous allez avoir des problèmes aussi. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des grosses entreprises comme Amazon, là, qui nous bombardent de courriels, ont une armée de personnes de leur côté qui s'occupent de leur livrabilité. Les petites entreprises ou même les grandes entreprises qui envoient des millions de courriels par jour, c'est impossible de regarder toutes les choses dont moi, Pierre ou Kevin regardent aux 2 minutes toute la journée. La façon la plus facile de s'assurer qu'on a de la bonne livrabilité, c'est évidemment de juste suivre des règles qui sont un peu plus logiques, pour moi, là, sont très logiques. Envoyer des courriels à des gens que vous connaissez, envoyer du contenu qui est intéressant. Si vous envoyez du contenu que même vous n'êtes pas vraiment intéressé, parce que il fallait envoyer un courriel, puis on a écrit n'importe quoi pour pouvoir peser send, ça ne va pas vous aider à long terme. Puis, à fur et à mesure que le temps avance, les spam filters sont beaucoup plus rapides à faire des décisions de si vous aimez ou pas. Donc, ce n'est pas le temps de jouer. Peut-être on va risquer d'acheter une liste ou risquer d'envoyer 20 000 fois durant, je ne sais pas, la période des fêtes. C'est important de rester logique puis de faire des bons envois. La valeur avant la quantité, c'est tout le temps le plus important. On parlait des ratios de livrabilité par industrie. En fait, c'est peut-être par rapport aux ouvertures intéressées par les associations de membres à but non lucratif. Je sais que sur Internet, peut-être que Pierre pourra me corriger là-dessus, il y a souvent des documents qui sont disponibles justement qui expliquent les taux d'ouverture, les taux de clics par industrie. Est-ce que, Pierre, tu aurais une autre option là-dessus? On a beaucoup, c'est ça, par rapport aux associations à but non lucratif, c'est la même chose. On a parlé beaucoup de l'aspect commercial, mais ces règles-là s'appliquent de la même chose, là, du contenu intéressant. Et Pierre, y avait-tu une autre ressource ou? Non, je pense que pour tout ce qui est benchmark, des grosses entreprises vont les mettre à disposition sur Internet. Je pense aussi qu'il faut pas. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des benchmarks, mais il ne faut pas non plus se surcomparer à partir du moment où on peut valider que nos emails arrivent en boîte mail principale, qu'on a une segmentation qui a l'air d'être efficace. Voilà, c'est déjà que le marketing fonctionne bien. Je pense que parfois les gens ont tendance à peut-être opposer délivrabilité ou efficacité marketing et dire pour avoir une bonne délivrabilité, je dois réduire mon marketing ou inversement. Alors que pour moi, ça fait pas sens. Vous devez avoir une bonne délivrabilité pour pouvoir avoir 100% du marketing et certaines pratiques que vous devrez appliquer pour avoir vos emails arrivant en boîte mail principale. Ça va vous aider pour le marketing, comme la segmentation ou les choses comme ça. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Parfois, il y a un certain ordre à respecter quand on a des soucis. C'est vrai que ça sert à rien d'investir des centaines de milliers d'euros ou de dollars. Si vos emails arrivent en spam, beaucoup de ça sera perdu, malheureusement. Ou 200, 500 $ à plus petite échelle pour des organismes plus petits. N'importe quel. Le temps aussi. Ça, on a mis du temps à créer du contenu, à créer un beau template. Oui, c'est ça. C'est un peu plat. Si la livrabilité ne fonctionne pas, c'est sûr qu'après, le marketing sert beaucoup moins. Parfait. Ben, merci beaucoup pour tout ça. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, vous allez avoir accès aux documents, comme je dis, aux gros documents PDF et puis à la vidéo. Merci de votre patience pour toutes les petits issues techniques que j'ai emmenées avec moi dans cette conférence. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis, vous pouvez regarder sur notre site, il y a d'autres conférences qui s'en viennent pour des sujets pour vous rendre meilleurs et plus performants. Merci. Bye. Merci, Pierre. Merci, Anatoly. Au revoir. Au revoir.